Alors, le vent, c'est la deuxième grande ENR très en vogue que vous avez en ce moment. Le vent est dû à des différences de pression atmosphérique que vous pouvez avoir, soit de façon chronique, avec des grandes circulations, par exemple les alizés, soit de façon conjoncturelle, voire très conjoncturelle, typiquement les thermiques pour ceux d'entre vous qui font du bateau. Quand vous regardez la carte des vents en France ou en Europe, ce que vous constatez, c'est qu'il y a deux grandes zones en France où il y a pas mal de vent, c'est le couloir rhodanien et la façade atlantique, et plus largement en Europe, vous voyez, vous avez le golfe du Lion et la façade atlantique, et en particulier le nord de la façade atlantique. Alors pour récupérer l'énergie du vent, eh bien on fait un moulin à vent, donc ça s'appelle une éolienne, et les éoliennes ont une puissance qui dépend de la section efficace, c'est-à-dire de la section qui va être couverte par les pales de l'éolienne. Par ailleurs, la puissance étant le carré de la masse par la vitesse, la moitié, le carré ça va vraiment mal, la moitié de la masse fois la vitesse au carré que divise le temps, en fait vous vous rendez compte que cette affaire-là est une fonction du cube de la vitesse du vent. Donc la puissance d'une éolienne varie comme le cube de la puissance du vent, de la vitesse du vent, je vais y arriver décidément, et donc c'est quelque chose qui est rapidement variable au cours du temps. Vous pouvez avoir des grandes variations de puissance. Par exemple, avec le parc installé en France, après le passage de la tempête Miguel, eh bien, la puissance injectée sur le réseau est passée de 10 gigawatts à moins de 1 gigawatt en l'espace d'une journée. Donc on a diminué la puissance injectée par les éoliennes de 9 gigawatts. Comme les journalistes adorent compter en centrales nucléaires, ça fait 9 centrales nucléaires, voilà, en l'espace d'une journée. Donc ça fait quand même des grandes variations. On envisage également maintenant de mettre des éoliennes flottantes. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre les éoliennes sur la mer? Parce que sur la mer, vous avez moins de résistance au vent et donc vous avez des vents qui sont plus réguliers et donc vous avez une production annuelle qui est plus importante. Par contre, vous avez des coûts qui augmentent fortement parce que à terre, vous plantez directement l'éolienne dans la terre. Plus vous allez en mer et plus vous avez besoin d'une infrastructure sous-marine qui est importante. Et si vous avez une éolienne flottante, vous avez besoin d'une infrastructure sous-marine qui est encore plus importante parce qu'il faut faire une grande plateforme d'ancrage, des câbles, etc. L'éolienne, comme elle vous produit, comme le solaire, soit dit en passant, une électricité qui arrive quand les conditions le déterminent et non pas quand vous en avez besoin, elle va mordre sur votre production dite de base. Donc la production de base dans un pays, c'est celle qui tourne tout le temps. C'est la production dont vous avez besoin tout le temps. Ici, vous avez une semaine typique d'hiver en France. Eh bien, vous voyez la base, c'est tout ce qui se trouve sous le creux. C'est ce que vous allez avoir, en l'occurrence, c'est de la semi-base là aussi, parce que la base, c'est plutôt annuel. Donc c'est ce que vous avez absolument toute l'année. Mais disons que là, ce que vous avez sur une semaine, vous voyez, ça s'arrête là. Et donc, pour assurer le surplus qui va au-dessus, il faut des moyens qui soient pilotables, parce que vous avez deux pointes dans la journée, la pointe du matin, là, aux alentours du milieu de la matinée, et la pointe de 19h du soir. La pointe de 19h du soir a lieu à 19h du soir. Elle n'a pas lieu à 15h, parce qu'il y a du vent à 15h. Donc, comme vous avez besoin de moyens pilotables pour assurer la pointe au moment où elle a lieu, pour le moment en tout cas, eh bien, on considère que les moyens intermittents s'imputent sur la base. J'y reviendrai après. Alors, quand vous n'en avez qu'un peu, ça n'oblige pas à changer la façon dont vous envisagez la base. Quand vous en avez beaucoup, évidemment, ça devient un peu plus un problème. Dans les quelques... Voilà, donc ça, l'éolien, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai à peu près tout dit sur la façon dont ça marche. Après, quelques éléments complémentaires pour savoir si on peut en faire beaucoup ou pas. Un des premiers éléments sur l'éolien est de savoir si on couvre une superficie suffisamment importante, on est assuré qu'il y ait toujours du vent quelque part, de telle sorte qu'on puisse compter sur une puissance garantie. Alors ici, vous avez un nuage de points que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où vous avez, pour deux pays adjacents, qui sont la France et l'Allemagne, heure par heure, donc vous avez 8760 points sur ce graphique, heure par heure, l'abscisse du point, c'est la fraction du parc allemand, qui est utilisé. Dit autrement, c'est la fraction de la puissance installée qui est effectivement produite. Donc si vous avez un 20% sur cette valeur et que le parc installé est de 50 gigawatts, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez 20 de 50, c'est-à-dire 10 gigawatts de produit. C'est bon ?
Alors, j'ai mis en pourcentage du parc installé, ou de la valeur maximale plus exactement, et non pas en puissance fournie, pour éviter d'étaler le nuage, parce que les puissances installées dans les deux pays ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Là, j'ai 100 d'un côté et 100 de l'autre, de manière absolument certaine, puisque c'est à chaque fois la fraction de la puissance installée qui produit effectivement. Alors, si vous aviez un foisonnement parfait, c'est-à-dire si, quand il n'y a pas de vent chez l'un, il y en a chez l'autre, et réciproquement, tous les points devrait se trouver dans une zone qui ressemble à ça. Dit autrement, quand ça tourne à plein d'un côté, ça tourne pas du tout de l'autre, comme ça j'ai pas trop d'électricité. Quand ça tourne à plein de l'autre côté, j'en ai pas du tout dans le premier pays, parce que comme ça j'ai pas trop d'électricité, et moins j'en ai dans un pays donné, et plus j'en ai dans le pays adjacent. De telle sorte que la somme des deux est constante. D'accord ? Ça, c'est une situation dans laquelle ça correspond effectivement à il y a toujours du vent quelque part, et non seulement il y en a toujours quelque part, mais il y en a assez. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que c'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que la probabilité maximale de ne pas avoir de vent en Allemagne, c'est quand vous n'avez pas de vent en France. Donc une autre manière de dire ça, c'est que le fait de regarder deux pays ensemble plutôt qu'un seul pays ne vous augmente pas de manière significative la puissance garantie sur laquelle vous pouvez compter. C'est ça la conclusion de ce nuage de points. Hein, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sous une autre forme, avec ici la puissance qui est injectée sur une année. Alors là, vous voyez même pas les minima annuels, parce que ça peut descendre quasiment là. Mais la puissance injectée sur le réseau européen, avec tous les pays qui sont là. Et ce que vous voyez, c'est que d'aller d'un bout à l'autre de l'Europe, vous voyez, ça vous évite pas quand même de très très grandes variations de puissance en ce qui concerne la puissance éolienne injectée. Par ailleurs, vous voyez ici que la puissance installée en Europe actuellement, c'est 170 gigawatts, et vous voyez que ça ne monte quasiment jamais au-dessus de 90. Donc ça veut dire qu'à un instant donné, vous ne pouvez jamais avoir la totalité de la puissance installée qui produit, si je regarde toutes les éoliennes européennes. Et par contre, à tout instant, la puissance minimale qui est garantie par ces 170 gigawatts, elle n'est pas plus élevée que 10 gigawatts. Vous voyez, là, ça descend jusqu'à 10. Et en fait, si on avait une résolution plus fine, vous verriez que de temps en temps, ça descend même un peu en dessous. Alors ça porte une conséquence importante à avoir en tête sur la manière de comparer les modes fatals, PV et éolien, avec les modes pilotables. Ici, vous avez la puissance installée en Allemagne depuis 2002. Donc vous voyez, en 2002, l'Allemagne avait 10 gigawatts d'éolien. Aujourd'hui, elle a 100 gigawatts solaire, éolien offshore, éolien onshore, à terre. D'accord ? 100 gigawatts. Qui, soit dit en passant, mon ordre de grandeur, c'est que ça lui a coûté à peu près 250 milliards d'euros à installer. Voilà maintenant à quoi ressemble la production électrique renouvelable. Alors j'ai un peu triché là-dedans parce que j'ai rajouté le biogaz, mais qui est pilotable, et j'ai rajouté l'hydroélectricité, qui est pilotable. Mais peu importe. Même si vous regardez que la partie éolienne et solaire, vous constatez que c'est en forte augmentation. Ce que vous constatez également, si on regarde la consommation allemande sur les 10 dernières années, c'est qu'elle est à peu près flat. Vous voyez, là, vous avez le maximum de la consommation allemande, il est toujours à peu près le même. Ce que vous constatez par contre, c'est que les exportations augmentent, j'y reviendrai juste après. Donc ça veut dire que l'augmentation de la production électrique allemande, en fait, sert essentiellement à augmenter ses exportations. Mais ça, ni ça ne baisse, ni ça n'augmente sa consommation domestique. Hein. Soit dit en passant, ce qu'on voit aussi implicitement sur ce graphique, c'est que l'idée parfois avancée que si vous avez un panneau dans le fond de votre jardin ou une éolienne dans le fond de votre jardin, ça rend l'énergie citoyenne, c'est-à-dire que vous voyez ce qui produit et du coup vous faites attention à votre facture, bah vous voyez, c'est pas totalement probant quand vous voyez que ça ne bouge absolument pas au niveau de la consommation allemande. Alors avec ce que je viens de vous montrer, donc de plus en plus de puissance installée, de plus en plus de production, une consommation qui ne bouge pas, maintenant je vous pose la question, la puissance installée dans les autres moyens, comment est-ce qu'elle a évolué ? Il y en a deux qui trichent parce qu'ils connaissaient déjà la réponse, je pense. Ça n'a pas bougé. Ici, vous avez la puissance installée en moyen pilotable, dans lequel j'ai remis l'hydroélectricité qui est pilotable, le biogaz. Ici, vous avez le nucléaire, donc vous voyez la forte chute quand ils ont baissé les réacteurs. Après, vous avez le charbon et vous avez le gaz. Alors, lignite, charbon-gaz. Ce que vous voyez, c'est qu'on avait 100 gigawatts de puissance pilotable en 2002. Ça monte un peu, ça descend un peu, ça monte un peu, ça descend un peu. On a 100 gigawatts aujourd'hui. Donc, l'augmentation, pourtant pas négligeable, puisqu'ils avaient 100 gigawatts de moyens pilotables, ils ont rajouté 100 autres gigawatts de moyens intermittents, éoliens et solaires.
Eh bien, ce que vous ne voyez, c'est que l'augmentation de ces moyens intermittents ne permet pas, n'a pas conduit à baisser la quantité de moyens pilotables qu'avait l'Allemagne. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé si la puissance installée n'a pas varié? Ils l'utilisent moins. En 2002, ces moyens pilotables fournissaient pas loin de 500 TWh d'électricité. Aujourd'hui, ils en fournissent un peu moins de 400. Donc en fait, ils ont toujours la même puissance installée, ils ont baissé son facteur de charge. Conséquence logique, qu'est-ce qui se passe pour les comptes d'exploitation de ces électriciens? Ils se cassent la gueule. Et en fait, c'est un processus que vous observez partout en Europe, c'est-à-dire que les électriciens qui possédaient des moyens dits conventionnels avant l'émergence des ENR sont tous en train de faire grise mine. Alors je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis que c'est quelque chose qu'on voit absolument partout en Europe, c'est pas propre à EDF, qui a aussi ses comptes qui font un peu grise mine. Voilà le cas espagnol. Les Espagnols ont installé 25 gigawatts d'éoliennes depuis la fin des années 90. Dans le même temps, parce qu'eux, ils étaient en train d'équiper leur parc, ils ont installé 25 gigawatts de centrales à gaz. Donc en fait, ils ont installé très exactement un pour un entre les modes non pilotables et les modes pilotables. Si les modes non pilotables étaient autosuffisants, ils n'auraient évidemment pas construit des centrales à gaz à côté. D'accord? C'est un deuxième élément qui montre que ça ne suffit pas d'avoir des moyens non pilotables. Et du coup, ce qu'ils font, les Espagnols, c'est quand il y a beaucoup de vent, eh bien, ils utilisent le vent, puis quand il n'y a pas beaucoup de vent, ils utilisent le gaz. Voilà, la conclusion que j'en tire pour la France, c'est que si en France, nous développons fortement les modes non pilotables, donc éolien et solaire, quelles qu'en soient les raisons, après ce que je viens de vous dire, et avec votre propre argent, est-ce que vous avez plutôt envie de parier qu'on garde autant de réacteurs nucléaires et qu'on baisse le facteur de charge, ou plutôt envie de parier qu'on va supprimer des réacteurs nucléaires? Moi, avec mon propre argent, j'ai envie de parier qu'on va baisser le facteur de charge. Qu'est-ce que ça donne sur la sûreté du parc, cette histoire? Ça donne que vous avez un parc que vous êtes obligé de garder pour avoir la puissance garantie, et comme il tourne moins souvent, ou bien il encaisse moins d'argent parce que le prix du mégawattheure n'augmente pas, et donc vous avez besoin d'entretenir un parc qui est un système à coût fixe en gagnant moins d'argent. Est-ce que vous pensez que ça augmente la sûreté? C'est pas complètement sûr. Ou bien vous arrivez à faire ce qui a été suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire que vous vendez votre kilowattheure plus cher, et à ce moment, vous avez toujours le même nombre de réacteurs, vous payez toujours l'électricité nucléaire le même prix au total pour moins de kilowattheures, et vous avez rajouté en plus le coût des modes intermittents. On est d'accord? Donc mon pari, c'est que si nous allons au bout de l'expérience du 50% de nucléaire en France, et vous serez encore suffisamment, vous serez vivant au moment où vous verrez que le pari va au bout ou qu'on l'abandonne, mon pari, c'est que l'essentiel va être fait non pas en fermant des réacteurs nucléaires, peut-être qu'on en fermera 2 ou 3, mais ça va être fait en baissant le facteur de charge des réacteurs existants, et à un moment ou à un autre, soit on recapitalisera, soit on réencadrera les prix, soit il se passera quelque chose de très bizarre. Soit EDF n'aura plus les moyens d'assurer la sûreté avec l'argent qu'elle gagnera, on fermera des réacteurs, il y aura des blackouts. Enfin, je veux dire, de toute façon, il va se passer un truc bizarre. Voilà. La seule chose sur laquelle je ne parie pas, c'est qu'on va réussir à remplacer des moyens pilotables par des moyens non pilotables de façon massive, parce que pour le moment, aucun pays n'arrive à le faire.